Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup d'être venus à ce webinaire organisé par l'École de droit de Sciences Po pour la présentation d'un nouveau rapport de la clinique juridique. L'enjeu de ce rapport est de présenter une nouvelle démarche systémique sur la gouvernance des algues vertes en Bretagne. Je vais d'abord me présenter. Je m'appelle David Canter. Je suis professeur d'études environnementales à NYU, New York University, et je suis à Paris pour une période de 18 mois pendant laquelle je suis un fellow à l'Institut des études avancées de Paris. Je suis également un professeur invité à l'École de droit de Sciences Po ainsi que l'Institut de Society and Organizations, SNO, à HEC. Mes recherches portent sur la science et la gouvernance de la pollution azotée à l'échelle régionale, nationale et globale. Et l'idée de ce projet est d'élargir notre vision de cette gouvernance au-delà des agriculteurs pour inclure tous les grands acteurs du système agroalimentaire. Et c'est un projet qui a commencé aux États-Unis il y a quelques années, motivé par le fait qu'il existe très peu de politiques environnementales efficaces dans le secteur agricole. D'où cette idée de se concentrer sur les autres acteurs du système agroalimentaire qui peuvent jouer un rôle dans les décisions prises par les agriculteurs. Et le contexte français, bien sûr, est très différent avec un système réglementaire beaucoup plus robuste et des objectifs politiques plus ambitieux. Néanmoins, les résultats ne sont pas toujours là et comme on a pu le constater en Bretagne avec le problème des algues vertes. L'objectif de ce rapport est donc d'introduire une approche plus systémique et de présenter les propositions politiques qui en découlent. Et il est le fruit d'une année de travail au sein de la clinique juridique de Sciences Po sous la direction de Jérémy Perelman et grâce à 3 étudiants brillants, Olivia Torres, Dylan Chiasson et Jemili Jaffar. Dans le cadre de ce programme, les étudiants ont participé à une concertation citoyenne sur le problème des algues vertes en décembre en publiant une petite vidéo. La vidéo s'appelait « Penser le système dans son ensemble » et donnait déjà un aperçu de la démarche dans laquelle s'inscrit notre travail. Et après plusieurs mois de travail, d'entretien et d'écriture, les étudiants ont tenu à organiser ce webinaire pour présenter leur travail. Comme j'ai déjà dit, un rapport indépendant contenant 9 propositions articulées entre elles pour contribuer à résoudre le problème des algues vertes en Bretagne et qui serait publié aujourd'hui sur le site de Sciences Po. Je leur laisse maintenant la main pour vous présenter ce rapport. Merci beaucoup. Merci David pour cette très belle introduction. Quelques mots pour vous présenter le déroulé du webinaire. Déjà, on vous remercie d'être venu assister à ce webinaire, quelles que soient vos connaissances et vos affinités avec le sujet des algues vertes. Justement, comme on a à cœur que notre propos soit compréhensible par tout le monde, on a choisi de débuter par un avant-propos dont Dylan a la charge. Il va nous parler en fait de l'azote qui est au cœur du problème des algues vertes et du contexte breton. Et une fois qu'on aura cette base commune de connaissances, plutôt technique, Jemili pourra nous parler de comment les différents acteurs, quelle est la gouvernance qui a été mise en place jusqu'ici, quelles ont été les différentes approches pour résoudre ce problème et les limites de ces approches qui donc ont donné naissance à notre démarche, à notre contribution. Vous verrez que, comme on l'a dit, nous visons à penser le système dans son ensemble, à proposer des solutions articulées entre elles qui se répondent. On ne prétend pas arriver avec une solution miracle qui permettra de résoudre tout le problème. Donc, on aura une partie significative sur comment est-ce que les solutions se répondent entre elles et quel est l'intérêt de réfléchir de cette manière. Et ensuite seulement, on pourra entrer dans le détail des différentes combinaisons de solutions qu'on vous propose aujourd'hui. Enfin, on aura un petit temps d'échange tous ensemble à la fin. Et donc, je laisse la parole à Dylan pour l'avant-propos. Merci beaucoup David et Olivia pour ces quelques mots. Je vous propose donc de débuter par quelques éléments sur l'azote et le contexte breton, afin que vous puissiez au mieux comprendre les propositions que nous vous présenterons par la suite, étant donné que toutes les personnes qui assistent à ce webinaire ne sont pas forcément au fait de ce contexte. L'azote est essentiel à la vie. Il est indispensable, par exemple, à la croissance des plantes. Cependant, en moyenne, 50% de l'azote épandu en agriculture est perdu dans l'environnement. De plus, l'azote a la capacité naturelle de passer d'une molécule à une autre dans ce que l'on appelle la cascade de l'azote. Un atome d'azote peut ainsi évoluer rapidement, par exemple d'une molécule d'urée à une molécule d'ammoniac dans l'air, puis à un ion nitrate dans l'eau. Chacun de ces différents composés azotés a de grandes conséquences sur l'environnement et les écosystèmes, contribuant à la pollution de l'air, de l'eau, à l'appauvrissement des sols, au changement climatique ou encore à la dégradation de la couche d'ozone.
À l'échelle globale et sur des dizaines de décennies, ces pertes d'azote ont significativement modifié le cycle naturel de cet élément en dépassant la limite planétaire associée. C'est celle qui est entourée en rouge sur le graphique. À titre de comparaison, la limite planétaire associée au changement climatique, que vous pouvez voir en haut, dont on parle pourtant beaucoup plus, n'a pas encore été dépassée, même si elle le sera certainement d'ici 2050. Si les impacts pour l'environnement de ce dépassement de la limite planétaire sont multiples, les marées vertes sont peut-être leur manifestation la plus visible, comme celle que l'on peut voir en Bretagne. Comment expliquer donc ces marées vertes? Deux facteurs essentiels pour expliquer la prolifération des algues vertes sont l'eutrophisation d'une part et la géomorphologie, c'est-à-dire les caractéristiques des baies bretonnes. D'abord, l'eutrophisation est un processus par lequel l'azote ou le phosphore s'accumule dans un milieu. Ensuite, en Bretagne, les caractéristiques des baies sont également importantes. Elles sont généralement semi-ouvertes, peu profondes et peu agitées, ce qui fait que les nutriments ne sont que peu charriés au large, ce qui donc favorise l'eutrophisation. Cela engendre, dans le cas breton, une croissance excessive d'algues vertes. Le récent rapport de la Cour des comptes indique qu'en Bretagne, seule une action sur l'azote est possible. En effet, les stocks de phosphore ne peuvent être maîtrisés et il n'est aujourd'hui pas question de modifier la géomorphologie des baies. Ces algues vertes posent des problèmes sanitaires importants. Lorsqu'elles prolifèrent, une certaine quantité s'échoue sur les plages et se décompose rapidement, produisant du sulfure d'hydrogène, un composé chimique dangereux. L'exposition au sulfure d'hydrogène sur les plages bretonnes est soupçonnée d'avoir engendré la mort d'au moins 4 personnes entre 1989 et 2019, ainsi que des sangliers, un cheval et 2 chiens. Cela a également un impact non négligeable sur la vie des riverains et sur le tourisme local via la fermeture des plages et via les rejets odorants. De plus, la prolifération puis la décomposition des algues vertes dans les baies bretonnes pourrait avoir des impacts sur la biodiversité de ces écosystèmes. Pour toutes ces raisons, la lutte contre la prolifération des algues vertes est un enjeu majeur pour la Bretagne. Dès lors, comment agir sur l'azote? Et avant tout, d'où vient-il? La Bretagne est la première région d'élevage de France, produisant 56% du tonnage national de porc, 44% du volume d'œufs et 22% du volume de lait, selon les dernières données disponibles. Il y a, par exemple, 3 fois plus de porcs d'élevage que d'habitants dans cette région. Or, les animaux rejettent l'excédent de l'azote qu'ils ingèrent via leur alimentation dans leurs urines et leur déjection. Ces urines et déjections forment ce que l'on appellera désormais, dans cette présentation, les effluents d'élevage. Aujourd'hui, près de 95% des nitrates présents en Bretagne, une forme de pollution azotée véhiculée par l'eau et assimilée par les algues vertes, sont d'origine agricole. Ainsi, les politiques publiques de lutte contre les algues vertes se sont focalisées jusque-là sur le secteur agricole et je vais désormais laisser la parole à Gémilie pour vous en dire plus. Oui, merci Dylan pour ces éclairages sur l'azote et le contexte breton. Et bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux, ça nous fait très plaisir. Donc vraiment ce qu'on comprend ici, c'est l'urgence et la prégnance des enjeux de ces pollutions azotées que l'on connaît pourtant trop peu. Et donc je vais essayer de vous présenter la démarche qui a été la nôtre ces derniers mois. Et pour ce faire, je vais d'abord introduire les politiques publiques qui ont été à l'œuvre ces dernières décennies et tous leurs effets en matière de lutte contre la prolifération des algues vertes en Bretagne. Actuellement, il faut savoir que la gouvernance des algues vertes a principalement consisté en ce que nous pourrions appeler une politique de focalisation sur les agriculteurs uniquement. Parce qu'en Bretagne, il y a eu différents plans ou applications de directives depuis les années 70 qui se sont concentrés sur les agriculteurs et leurs pratiques. Mais ce ciblage a produit 2 effets. Le premier effet, c'est qu'il ajoute une nouvelle charge à des exploitants agricoles qui, vous le savez, j'en suis sûre, sont d'ores et déjà soumis à de nombreuses contraintes et surtout à 2 injonctions qui entrent largement en contradiction, à savoir celle de produire toujours plus pour suivre cette cadence nourricière macro-industrielle dans laquelle on est complètement imbriqué. Et la deuxième injonction qui est contradictoire, c'est le fait de réduire et limiter son impact. Le deuxième effet que cette politique de focalisation sur les agriculteurs a produit, eh bien, c'est de laisser de côté d'autres acteurs que nous, on considère essentiels dans le système agroalimentaire. Et ce constat d'omission et de manque d'implication finalement de ces autres acteurs du système agroalimentaire, ce n'est pas uniquement notre constat, il est partagé. Dylan faisait mention juste avant d'un rapport de la Cour des comptes qui a été publié et qui évalue la politique publique de lutte contre les algues vertes. Et en fait, ce rapport revient lui aussi sur l'absence des filières agroalimentaires dans la gouvernance. Et il le pointe vraiment du doigt comme eh bien, une véritable faille de la gouvernance actuelle.
Ici, on peut en retrouver une citation sur la slide à l'écran. Donc, il s'agit non seulement d'une gouvernance de ciblage, mais aussi d'une gouvernance qui essuie en fait les plâtres d'un manque d'implication de la part des acteurs des filières eux-mêmes. Enfin, en ce qui concerne cette focalisation sur la profession agricole, il faut savoir que cette gouvernance a tout de même eu des résultats. Il est essentiel de noter que les concentrations moyennes de nitrates dans les rivières bretonnes ont évolué à la baisse depuis les années 90, grâce à différents efforts qui ont été déployés par les agriculteurs et grâce aux législations à l'œuvre. Mais aujourd'hui, cette gouvernance semble avoir atteint leurs limites. Il y a beaucoup moins de résultats et les concentrations moyennes de nitrates ont atteint une certaine inertie qui doit, selon nous et selon beaucoup de personnes, bien sûr, être surmontée par l'avènement de nouvelles mesures et l'implication d'autres acteurs. Et on en arrive donc ici à notre démarche au sein de la clinique juridique de l'école de droit de Sciences Po, qui s'inscrit dans ce contexte, vous l'aurez compris, j'espère, de renouvellement nécessaire de la gouvernance des algues vertes en Bretagne. Il faut savoir que bien vite, au cours de l'année, dans le cadre de notre projet, on a commencé à appeler notre démarche « Penser le système dans son ensemble ». C'est ce que disait David en introduction. Parce qu'effectivement, en Bretagne et ailleurs, on est persuadé qu'il est essentiel de s'intéresser à l'ensemble des parties de ce système agroalimentaire. Parce que les interactions entre agriculteurs et non-agriculteurs sont très nombreuses. Elles peuvent être d'ordre contractuel, d'ordre financier ou encore de marché. Et donc, on a l'intime conviction qu'il est essentiel aujourd'hui d'appréhender et de réguler l'ensemble de ces acteurs, toujours avec une ambition systémique à l'esprit. Et ça permettrait en fait d'influencer significativement les pertes d'azote, qui sont caractéristiques non pas uniquement des défaillances du monde agricole et d'élevage breton, mais du système dans lequel ce monde d'élevage s'insère. Et donc, c'est un peu comme les pièces d'un puzzle. Quels sont ces acteurs en fait, que nous proposons de mobiliser au-delà des agriculteurs pour lutter durablement contre la prolifération des algues vertes? Ici, sur les slides, on est reparti du schéma que Dylan vous avait présenté sur vraiment la baie bretonne. Et on l'a complété en fait avec tous les acteurs en amont et en aval de la ferme qu'on a essayé d'axer dans notre rapport par des politiques publiques, autant d'acteurs que peuvent être les entreprises de l'agroalimentaire, les chambres d'agriculture, le secteur public, les coopératives, les établissements d'enseignement agricole, la distribution, la restauration, enfin vraiment une multitude d'acteurs, et nous y compris en tant que consommateurs. Donc notre ambition avec ce rapport et avec ce webinaire aujourd'hui, elle est vraiment claire. Elle consiste à surmonter ces omissions, ces manques d'application dont je vous faisais mention dans la gouvernance actuelle, en proposant justement d'accompagner et de mobiliser des filières agricoles et de redéfinir en fait beaucoup de leviers incitatifs au changement de pratique, mais aussi et surtout au changement du système dans son ensemble. Aujourd'hui, on avait à cœur en fait d'organiser ce webinaire pour vous présenter donc notre rapport qui contient en fait 9 propositions. Mais ces 9 propositions qu'on va vous présenter, il va vraiment falloir les articuler et les penser les unes en écho par rapport aux autres. Les 9 propositions, vous pouvez les voir à l'écran ici. Elles sont apparues sous la forme de petites pastilles numérotées. Et on comprend donc qu'elles visent plusieurs acteurs, mais surtout vraiment garder à l'esprit qu'elles sont à penser en interaction. Parce que l'idée sous-jacente à ces différentes propositions, c'est d'élargir la focale et de vous inviter, vous aussi, à le faire, en favorisant l'élaboration et la mise en œuvre de leviers et d'actions qui impactent le système dans son ensemble. Donc, penser les interactions, les articulations, les porosités, ça permettrait de promouvoir un changement de système qui consisterait à l'avènement aussi de nombreux co-bénéfices. Parce que l'enjeu de ce webinaire, du rapport et de nos travaux, ce n'est pas uniquement de lutter contre la prolifération des algues vertes, qui, in fine, sont la conséquence de causes et d'enjeux bien plus larges, puisqu'en fait, on considère que la nouvelle gouvernance, elle doit aussi permettre de garantir une viabilité des fermes, un épanouissement des agriculteurs dans leur pratique de la terre. Elle doit aussi permettre de rendre accessible une alimentation saine, durable et de proximité pour tous, et in fine, de construire collectivement ce nouveau système agricole qui a pour marqueur et en son sein les enjeux environnementaux. Ce qu'on voulait donc vraiment ici vous transmettre avec cette brève introduction et vous signaler surtout, c'est que la démarche d'élargissement de la focale qui est au cœur de notre projet s'applique bien sûr aux acteurs qu'on vise, mais elle ne se limite pas à eux, elle s'applique aussi à nos propres recommandations.
Voilà, lisez et envisagez ces propositions les unes en écho par rapport aux autres. À nouveau, je tenais à le signaler, on n'est pas du tout dans une démarche d'exhaustivité, hein, on a essayé de faire au mieux et Olivia va vous présenter les méthodes qu'on a déployées, mais on est vraiment dans un projet qui, nous l'espérons, infusera la prise de décision systémique dans l'avenir. Voilà, merci beaucoup Géminie d'avoir présenté donc, cette démarche de penser le système dans son ensemble et d'articuler les propositions entre elles pour arriver en fait, nous, à proposer des mesures concrètes qui pourraient être mises en place. On a d'abord eu besoin de faire un travail de cartographie, de comprendre quel était le problème. Pour ça, on a beaucoup lu, on a beaucoup échangé avec différents acteurs pour commencer par comprendre le problème, que ce soit les différents acteurs, les phénomènes en jeu et qui sont à l'origine du problème des algues vertes, et également la gouvernance à l'œuvre, c'est-à-dire les différents textes qui ont été écrits et qui régissaient le problème. Et très vite, en fait, on a eu besoin de confronter notre compréhension du problème à la réalité. De nombreux mouvements également de la sociologie rappellent l'importance de construire un réseau d'acteurs qui vont ensuite nous permettre, à travers les échanges avec eux, de garantir une certaine légitimité de notre travail et de nos propositions. L'idée, c'était vraiment de co-construire également avec les personnes qui sont sur le terrain et qui vivent la pollution au quotidien. C'est pourquoi nous nous sommes déplacés en Bretagne en février afin de rencontrer des personnes clés que nous avions identifiées, mais également des riverains qui vivent en fait la pollution comme un élément de leur vie maintenant normale. Et nous avons donc utilisé différents outils de la sociologie qualitative, donc des entretiens semi-directifs, pour essayer d'extraire un maximum d'informations. Et de retour à Paris, nous ne nous sommes pas arrêtés là, nous avons lancé un deuxième cycle d'entretien, donc pour prolonger, compléter notre démarche et toujours être dans une démarche d'acquisition de connaissances et d'amélioration de notre compréhension du problème. Et toutes ces connaissances que nous avions acquises juste avant, à travers les entretiens et les différentes cartographies que nous avons faites, elles ont nourri la phase de créativité qu'on a ensuite déployée à Sciences Po avec des outils d'ingénierie de la conception, des méthodes de créativité qui ont été développées par exemple à l'École des Mines et qui nous ont permis en fait d'explorer l'inconnu, de proposer des solutions de manière structurée afin de garantir qu'on a effectivement vu le plus large possible et qu'on a été vraiment chercher dans les différents recoins de l'inconnu des solutions qu'on va vous présenter donc maintenant. Je redonne la parole rapidement à Gémilie pour qu'elle vous présente en fait les différents packages de solutions et puis enfin on rentrera dans le détail des différentes solutions. Voilà, parce que vous pourrez le découvrir puisque notre rapport sera publié sur le site de l'École de droit de Sciences Po. Mais on a vraiment pensé nos propositions sous forme de combinaison, donc au nombre de 3, et elles sont repérables par des couleurs. Donc la combinaison bleue, embarquer les acteurs au-delà de la ferme, qu'Olivia va vous présenter, elle cherche vraiment à mobiliser les acteurs économiques qui sont, comme je l'expliquais avant, trop peu impliqués sur ces sujets. D'ailleurs, la Cour des comptes le regrette, mais tous les interlocuteurs, in fine, qu'on a rencontrés et avec lesquels on a échangé en Bretagne le regrettent. La deuxième combinaison, la orange, la transition en pratique. Avec celle-ci, on cherche à promouvoir une limitation significative des pollutions azotées d'origine agricole. Et donc, par conséquent, on cherche à limiter la prolifération des algues vertes. Mais on cherche aussi, par cette combinaison, à viser l'avènement d'un système agroalimentaire durable qui renverserait le rapport hégémonique qu'on entretient aujourd'hui à la nature. Enfin, la combinaison verte, intitulée « Les mesures transversales, financement et suivi », elle est tout à fait indispensable aux deux autres, puisqu'elle va permettre à toutes les propositions de s'inscrire de façon pérenne pour le changement de système. Parfait, merci beaucoup Gémilie. On va effectivement entrer dans le détail des propositions. Il n'est pas nécessaire de lire les tableaux qui sont sur la fiche en question, mais il est important de préciser qu'en fait, dans le rapport, on est allé au-delà d'une simple description de ce qu'il faudrait faire. On a vraiment essayé de faire un effort de proposer des façons de mettre en place les solutions, des objectifs chiffrés, essayer de justifier les différentes mesures qu'on propose, les différents obstacles qu'on pourrait rencontrer, les effets négatifs. Donc, dans le rapport, il y a des choses beaucoup plus détaillées. Pour des questions de temps, on va se concentrer sur les packages en général, les différentes combinaisons de recommandations. Mais on vous invite
cet après-midi à aller sur le site de Sciences Po, regarder les propositions en détail. Voilà, il a été vraiment question de trouver un équilibre entre ne rien préciser et dire il n'y a qu'à faire cela, ce qui aurait évidemment été insuffisant, et en même temps une certaine modestie du fait que voilà, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis un an, on commence à comprendre les enjeux, et en même temps on sait très bien que les acteurs qui vivent ce problème depuis des années ont une expertise également qui permettra, on l'espère, une fois l'idée de nos propositions passées, de trouver la bonne implémentation, l'implémentation juste et adéquate en fonction du contexte actuel, politique, etc. Alors, embarquer les acteurs et actrices au-delà de la ferme, pourquoi est-ce que c'est difficile? En fait, les efforts qu'on peut faire sur les nitrates ne se vendent pas très bien. Contrairement aux pesticides, par exemple, donc tout ce qui est produits phytosanitaires, auxquels les consommateurs sont très sensibles, et également les agriculteurs pour leur propre santé, il y a un lien direct qui permet en fait aux produits qui sont zéro pesticide ou voilà, bio, qui justifie en fait que ces produits soient plus chers. Contrairement en fait à tout cet univers-là, les nitrates se vendent assez mal, même s'il y a un impact sur la santé et sur l'environnement qui est certain. Dylan en a parlé, notamment les composés azotés comme l'ammoniac qui est épandu qui résulte des épandages sur les champs contribuent aux épisodes de pollution atmosphérique qui sont une cause de mort en France majeure. Même s'il y a tous ces liens, ils sont assez indirects finalement pour le consommateur, et donc c'est assez difficile pour tous les acteurs au-delà de la ferme, comme également les distributeurs, les producteurs de produits transformés, etc., de voir l'incitation à s'occuper de ce problème, parce qu'il n'y aura pas d'avantage forcément compétitif derrière. Alors pour pallier ce problème, parce qu'il faut absolument qu'on arrive à les embarquer, ce qu'on me propose, c'est d'une part d'encadrer la vente et le conseil des engrais azotés, donc de se placer en amont de la ferme. Jusqu'à récemment, le conseil en agronomie et en élevage était largement dispensé par des acteurs de la distribution, des coopératives, des négoces, etc., qui faisaient donc également la vente des produits. Donc les conseils pour utiliser les engrais étaient dispensés par les mêmes personnes que ceux qui vendaient les engrais. Alors, j'utilise le passé, c'est à tort, puisque en fait, cette mesure d'encadrement de la vente et du conseil qui a été permise par la loi Egalim, qui dit que maintenant, il n'est plus possible d'exercer les deux activités, elle ne concerne que les pesticides, que les produits phytosanitaires. Les engrais sont restés en dehors du champ de la loi Egalim, qui donc sépare les deux activités. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est également d'encadrer la vente et le conseil de produits azotés pour éviter tout conflit d'intérêts, toute incitation à la survente d'engrais. Ça, on propose de le faire par une révision du mécanisme de rémunération des conseillers, donc qui ne doit plus dépendre du chiffre d'affaires, du volume vendu, mais qui doit permettre de valoriser les efforts de réduction d'azote dans l'environnement, réduction de perte d'azote. Et donc, ça peut passer par la recommandation de produits qui sont moins propices à des pertes d'azote, des engrais différents, l'utilisation de légumineuses, de couverts, etc. Ça peut notamment passer par la vente, la diminution toute simple du volume de vente, puisqu'il n'y aura plus d'incitation à la survente, etc. Et donc, ici, on se place en amont de la ferme, et surtout, on contribue à réduire l'empreinte azotée de tous les produits, indépendamment de leur catégorisation. Enfin, quel que soit le produit, on va réduire son empreinte azotée, alors qu'en fait, on observe que certaines catégories de produits ont en moyenne une empreinte azotée bien inférieure à d'autres. C'est le cas, par exemple, des légumineuses et d'une grande catégorie de légumes, des produits végétaux qui ont une empreinte azotée 5 à 10 fois moins importante que des produits carnés. Et ce qu'on propose, c'est d'appliquer en fait une TVA différenciée selon l'empreinte azotée des produits pour faire changer en fait les pratiques de consommation. C'est déjà possible en fait d'appliquer une TVA différenciée. L'Espagne le fait en appliquant 4% de TVA sur les légumes, 10% sur la viande, alors qu'en France, on a une TVA unique à 5,5%. Pourtant, c'est des solutions qu'on peut connaître en France aussi à travers la taxe soda, par exemple. C'est une taxe qui a été ajoutée aux produits avec des sucres ajoutés pour justement décourager la consommation de soda pour la santé, et ça a très bien fonctionné. Donc, c'est une mesure aussi qui est débattue au Parlement européen, qui a été très bien accueillie pour intégrer en fait l'impact environnemental dans les taxes produits.
Alors bien sûr, la TVA, elle peut être très vivement critiquée. Elle est perçue comme injuste la plupart du temps, d'autant que les ménages qui ont le moins de revenus ont généralement une part de leurs revenus plus grande allouée à la consommation. Donc toute variation de la TVA va les affecter beaucoup plus. Mais ce qu'on défend ici, c'est que même si on augmente la TVA sur certains produits, surtout, on la réduit sur d'autres. Donc ça permet de réduire la facture de ceux qui consomment déjà beaucoup plus de produits végétaux et ça leur donne accès à des produits plus sains. Et puis surtout, cette taxe doit être conçue en consultation avec les citoyens, avec les différentes parties prenantes, et les taux doivent être fixés avec la plus grande attention. Tout l'argent collecté doit aider les agriculteurs à passer à des produits moins polluants, etc. Donc vraiment, il ne s'agit pas juste d'appliquer une taxe et de laisser le marché à l'œuvre. Il s'agit vraiment de concevoir quelque chose avec les différentes parties prenantes pour orienter la demande. Et ça aurait évidemment des impacts climat très positifs également, puisque l'élevage est une source majeure d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc là, avec ces deux mesures, on se concentre effectivement sur l'amont et sur l'aval de la ferme, puisque la TVA va concerner les distributeurs, les consommateurs, etc. Mais il y a d'autres acteurs également dans le système agroalimentaire qu'il faut embarquer, qui n'ont pas l'air, on n'y pense pas à premier lieu, mais ils font partie en fait de ce système, notamment les banques et les assurances. Et pour les embarquer, ce qu'on conseille, ce qu'on propose, c'est d'utiliser le devoir de vigilance de ces entreprises. Effectivement, depuis 2017, les grandes entreprises françaises, comme je le disais, les banques et les assurances, ont une obligation de vigilance, un devoir de vigilance, c'est-à-dire qu'elles doivent identifier et prévenir les différentes atteintes qu'il peut y avoir sur leur chaîne de valeur, les atteintes aux droits fondamentaux, aux libertés fondamentales et aux droits humains, pardon, à la sécurité, à la santé des personnes et à l'environnement. Donc, elles doivent s'assurer que leurs fournisseurs, leurs filiales, etc., ne contribuent pas à générer ces atteintes et elles doivent mettre des mesures en place concrètes pour les prévenir. Or, la loi ne précise pas qu'est-ce qu'une atteinte à l'environnement. Elle ne liste pas les différentes atteintes. C'est pourquoi il y a beaucoup d'associations et de parties prenantes qui publient des guides, des documents qui interprètent la loi et qui expliquent dans quelle mesure, en fait, tel ou tel phénomène doit être inclus dans le champ de la prévention du devoir de vigilance. Et ce que nous, on propose, c'est effectivement d'expliquer en quoi les pollutions azotées sont une atteinte grave à l'environnement, à la sécurité des personnes, aux libertés fondamentales, de sorte à ce que les entreprises se considèrent et que le juge également les considère comme responsables de prévenir ces différentes atteintes. Et pour cela, elles devront mettre en place des mesures concrètes, réaliser des audits auprès de leurs fournisseurs ou des personnes à qui elles comptent allouer un prêt, par exemple, aider les différentes parties prenantes, les différents agriculteurs à changer, à mettre en place des mesures de prévention. Voilà, autant de mesures qu'elles sont libres de déterminer, mais qui doivent permettre, in fine, de réduire les pollutions azotées. Et tout ce package en fait, vise effectivement à embarquer les différents acteurs au-delà de la ferme. On a aussi besoin de mener une transition en pratique. C'est pour ça que je vais laisser la parole à Dylan. Merci beaucoup, Olivia. Donc moi, désormais, je vais vous présenter l'ensemble de propositions autour du thème la transition en pratique. Dans cet ensemble, dans cette combinaison de propositions, on s'est concentré sur les solutions au niveau de l'exploitation agricole qui pourraient être mises en œuvre, toujours dans l'idée de n'avoir qu'un impact indirect sur les pratiques agricoles. Nous ne voulions donc pas ici formuler des politiques restreignant les libertés des agriculteurs et agricultrices, telles qu'une réduction forcée de leur cheptel ou une réduction des engrais azotés qu'ils seraient autorisés à épandre. Comme exposé plus tôt par Gemily, ce type de mesure existe déjà et constitue même le cœur des politiques existantes au niveau de l'exploitation agricole. Notre ambition était, au contraire, d'offrir de nouvelles perspectives économiques pour les agriculteurs et agricultrices souhaitant participer à la lutte contre les algues vertes. Ainsi, nous avons formulé 3 propositions. La première repose sur la nécessité de produire moins et mieux la viande, au regard des pollutions azotées. Nous proposons la mobilisation du bien-être animal comme levier pour réduire les fuites d'azote. Il s'agit d'une mesure de soutien à la transition agricole en lien avec les considérations actuelles qui émergent dans la société civile autour du bien-être animal. En effet, le bien-être animal demande une plus grande surface d'élevage par tête, ce qui contribue à la réduction des volumes d'effluents produits, baissant ainsi, dans la plupart des cas, la pression azotée sur un même territoire. Nous proposons la création d'un programme d'investissement national de grande ampleur afin de financer la transformation des bâtiments d'élevage et d'abattage, dans le but que ce coût ne repose pas sur les agriculteurs et les agricultrices. Ce financement permettra également la compensation
de l'augmentation des coûts de production, à la charge de travail supplémentaire et à la baisse de la production liée à l'amélioration du bien-être animal pour les éleveurs et les éleveuses, mais aussi pour les abattoirs. Ce financement se fera éventuellement sous la forme de primes bien-être animal contractuellement garanties. Et d'autre part, mobiliser le bien-être animal, c'est aussi généraliser un étiquetage obligatoire sur tous les produits issus de l'élevage afin de permettre aux consommateurs de faire des achats en lien avec leurs exigences en matière de bien-être animal. Ces mesures sont en lien direct avec la proposition autour de la TVA différenciée sur les produits que vous a présenté Olivia et celle autour du financement que vous présentera Gémilie. Nous sommes dans cette première proposition focalisée sur la réduction à la source des fuites d'azote, via la réduction graduelle des volumes d'effluents d'élevage. La seconde proposition vise à valoriser ces effluents d'élevage pour éviter le surépandage. Nous l'envisageons via la création d'un marché dont l'objectif serait de permettre des ventes et achats d'effluents d'élevage en Bretagne. En termes de quantité, on estime qu'aujourd'hui, il y a environ 10 millions de tonnes de fumier et 15 millions de tonnes de lisier qui sont générées chaque année dans la région. Elles servent en majorité à fertiliser les champs locaux. Une partie, cependant, est épandue en excès sur les champs, c'est-à-dire qu'elle n'est pas absorbée par les plantes et qu'elle participe donc aux pollutions azotées. Nous proposons donc la création d'une plateforme en ligne qui pourra être, par exemple, co-gérée par les chambres d'agriculture de la région et le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Toutes les questions liées au prix des effluents d'élevage et à la logistique de ce marché sont détaillées dans le rapport écrit, que nous vous invitons encore une fois à lire. Donner un prix aux fumiers et aux lisiers incitera les agriculteurs et agricultrices à les valoriser lorsqu'ils en ont en excès, plutôt que de les épandre et qu'ils risquent de polluer les eaux bretonnes. Il fournira ainsi également un complément de revenus intéressant pour les éleveurs et éleveuses. Enfin, la troisième de nos propositions, entretenir et valoriser le bocage breton pour limiter les fuites d'azote, s'intéresse quant à elle à la réduction de ces fuites au niveau du champ, une fois l'azote épandu, grâce à la généralisation des haies. Nous souhaitons ici une prise en charge de la totalité des frais liés aux travaux d'entretien de ces haies en bordure de tous les champs bretons. En effet, cette prise en charge est aujourd'hui limitée à la plantation des haies, la plantation du bocage breton, et une grande partie d'entre elles ne sont pas entretenues et ne sont pas pérennes, car la plupart des agriculteurs et agricultrices ne disposent pas de suffisamment de temps, de moyens financiers ou des compétences nécessaires pour les entretenir. Or, ces haies peuvent contribuer à une réduction des flux de nitrates de l'ordre de jusqu'à 5 à 10% via l'assimilation par celle-ci des nutriments inaccessibles pour les cultures, notamment ceux des couches profondes du sol et en bordure de champs. En outre, permettre l'entretien du bocage apporte de nombreux co-bénéfices non négligeables, à savoir une nouvelle source de rémunération des agriculteurs et agricultrices à long terme, grâce aux productions des haies plantées, ainsi que via la valorisation des produits issus de son entretien, comme par exemple le bois issu de l'élagage. Il s'agit également de la création d'emplois dans la plantation et l'entretien du bocage breton, et enfin de nombreux bénéfices agricoles, favorisant la biodiversité, mais aussi via la rétention de l'eau du sol, via la lutte contre l'érosion, et en jouant un rôle de brise-vent. On combine donc ici les différentes échelles d'action. Réduction de la quantité d'effluents d'élevage produits via les programmes améliorant le bien-être animal, réduction de la quantité d'azote épandue sur les champs via la valorisation des effluents d'élevage, mais aussi réduction des fuites d'azote sur le champ une fois l'azote épandu grâce à la généralisation des haies. En outre, il est à noter que ces mesures sont plus ou moins pérennes, mais doivent être toutes mises en place afin de prévenir au plus vite et au mieux les pollutions azotées. À court terme, tant que les volumes d'effluents d'élevage sont élevés, le marché du fumier et du lisier permet de réduire les pertes d'azote sur le champ. À moyen et à long terme, le bocage breton, au cours de sa croissance et une fois établi, permet la réduction de l'azote non absorbé par les cultures qui polluent les eaux. Et enfin, à long terme, les mesures en lien avec le bien-être animal permettront la réduction à la source des fuites d'azote via la réduction graduelle des volumes d'effluents d'élevage. Je laisse désormais la parole à Gémilie pour la dernière combinaison de propositions. Oui, merci Olivia et Dylan pour vos présentations respectives. Et je vais rebondir tout de suite sur ce que disait Dylan en matière de temporalité, de long terme. Les dernières propositions de notre rapport et qu'on va ici vous présenter, eh bien, elles sont intitulées « Mesures transversales, financement et suivi ». Parce que comme on vous l'avait énoncé précédemment, on veut vraiment que nos propositions elles soient lues et envisagées les unes par rapport aux autres, pour leur donner plus de résonance et plus de poids. Et donc, les trois propositions qui appartiennent à cette combinaison verte ici, elles sont indispensables des précédentes parce qu'elles vont permettre de les inscrire dans le temps. Elles ont en effet pour objectif de financer et d'accompagner le changement du système agroalimentaire. On a donc pensé dans cette dernière combinaison plusieurs outils qui encourageraient et inciteraient à la recherche agricole, au partage de connaissances, mais aussi à la formation commune et transversale des agriculteurs bretons en matière de pollution azotée.
Donc, pour débuter avec ces mesures transversales, en ce qui concerne le financement, nous souhaitons vraiment promouvoir l'encouragement des agriculteurs en transition ou qui y aspirent pour montrer qu'un nouveau modèle est non seulement possible, mais il est surtout viable et souhaitable. Aujourd'hui, il faut savoir que les revenus du monde agricole sont très instables, très pluriels. Dans les territoires d'élevage, l'INSEE produisait récemment une étude qui montrait qu'un agriculteur sur 4 vit sous le seuil de pauvreté. Et ce, alors même que, comme on disait, les agriculteurs doivent tenir les rythmes de l'élevage industriel, donc contracter beaucoup de prêts, faire beaucoup d'investissements, si bien que s'engager dans la transition aujourd'hui, ça représente un risque financier énorme qui doit, selon nous, être soutenu et soulagé. Ce qu'on suggère donc pour financer l'agriculture en transition, c'est de reconnaître le statut de paysan-chercheur pour que les agriculteurs en transition puissent bénéficier de ce qu'on appelle le crédit d'impôt recherche. Autrement dit, ça va permettre de faire reconnaître les pratiques de transition en tant que pratiques de recherche, si bien que tous les agriculteurs aujourd'hui qui s'adonnent à des pratiques expérimentales sur leur champ et qui sont in fine en faveur de la réduction des pollutions azotées, ils pourraient être visés par ce déploiement du crédit d'impôt recherche qui rembourserait ou accompagnerait ces recherches expérimentales. Peut-être que vous vous demandez là quelles peuvent être ces innovations, ces pratiques mises en œuvre par les agriculteurs, d'ores et déjà aujourd'hui. Eh bien, il faut savoir que lors de notre déplacement en Bretagne, mais aussi beaucoup de personnes nous l'ont raconté, on a rencontré des agriculteurs qui déploient d'ores et déjà beaucoup d'innovations. Par exemple, il y en a qui réduisent volontairement la taille de leur cheptel. Il y en a d'autres qui vont stocker ou réemployer de manière sobre leur lisier et leur fumier. Il y en a qui vont aussi planter des haies intraparcellaires. Et là, ça nous fait bien sûr penser à l'une des propositions que Dylan vient de présenter. Donc, tout ce travail d'expérimentation, il représente pour l'heure aujourd'hui un coût financier et temporel très conséquent pour les agriculteurs qui n'est pas accompagné. Donc, reconnaître ce statut de paysan-chercheur, ça permettrait de reconnaître une forme de recherche et de développement qui aujourd'hui n'est pas mise en lumière et qui pourrait donc être subventionnée. Ensuite, grâce à ce financement de l'agriculture en transition, toutes les données de recherche pourraient aussi être intégrées dans une base de données publique et libre d'accès. Et ça, ce serait une vraie source pour la science et la recherche autour de la transition agricole. Au-delà du crédit impôt recherche, on a bien sûr pensé à d'autres canaux de financement, qu'ils soient privés ou publics, pour toujours nourrir la démarche du changement de système et atteindre ainsi une sobriété et lutter contre les algues vertes. Enfin, on a aussi jugé essentiel de contribuer à la nouvelle gouvernance des algues vertes en Bretagne par la promotion d'un savoir commun sur ces pollutions. Et donc là, on voit les 2 dernières propositions, former et accompagner les agriculteurs en exercice et former les agriculteurs en devenir. Parce qu'on est tout à fait convaincus au sein de l'équipe de l'efficacité d'un partage de connaissances, d'une expérimentation collective dans et pour le développement des transitions agro-environnementales. Aujourd'hui, on peut constater que ce soit dans le secondaire, l'universitaire, mais aussi en formation continue, qu'il y a une offre pléthorique de cours et de formations sur les enjeux azotés. Mais il y a un vrai manque de formation obligatoire et contextualisée vis-à-vis des algues vertes et de leurs causes. Ce qu'on propose donc de mettre en place, c'est un accompagnement unique, transversal et obligatoire des agriculteurs en exercice en matière de gestion à nouveau quantitative et qualitative des risques, qui soient des risques de surfertilisation et de fuite. Et cet accompagnement, il pourrait se traduire par la délivrance d'un certificat type Certinitrate. Il faut savoir que ça existe déjà pour les certificats. Et donc, la Chambre d'agriculture de Bretagne pourrait, par exemple, proposer une offre de cours en fait, qui réunirait en un seul bloc toutes les offres de cours qui sont aujourd'hui un petit peu distillées et pas obligatoires. Cette offre de cours, bien sûr, serait rendue gratuite par une prise en charge publique des fonds de formation pour vraiment garantir un accompagnement efficace des exploitants en exercice et un savoir commun sur les enjeux. Ça permettrait aussi de renverser la charge de la formation vis-à-vis des formateurs et non plus des agriculteurs. Parce que pour l'instant, les agriculteurs en exercice, pour ces offres de cours sur les enjeux azotés, c'est vraiment de leur propre gré qu'ils vont aller suivre ces offres de cours. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de former des professeurs pour que tous les agriculteurs aient le même niveau de savoir sur ces enjeux. On propose aussi la création de groupes d'agriculteurs en transition pour qu'ils puissent échanger et partager leurs connaissances et savoirs. Et enfin, on a aussi pensé la formation des agriculteurs en devenir. Vous l'avez sans doute vu, cette vidéo qui a été tournée lors de la cérémonie de diplomation de l'école AgroParisTech, dans laquelle des étudiants ont lancé un appel à déserter
pour interpeller sur les manquements de l'enseignement agricole actuel à former aux enjeux systémiques à l'œuvre. L'offre de cours aujourd'hui, elle existe déjà sur les enjeux azotés, mais elle est souvent cantonnée à l'enseignement universitaire, alors même qu'on sait que les agriculteurs disposent avant tout et souvent exclusivement de diplômes du secondaire. Et donc, ce qu'on souhaite, nous, c'est étendre des dispositifs qui existent d'ores et déjà à l'ensemble de l'enseignement des agriculteurs en formation, dans lequel, en fait, des cours sur les enjeux liés aux effluents d'élevage et aux pertes de nitrates seraient rendus obligatoires. Notre objectif, avec ces mesures transversales et les autres combinaisons de propositions, c'est vraiment de penser le système dans son ensemble, mais aussi dans la durabilité. Et donc, les agriculteurs en formation, ils pourraient débuter leur activité avec ces enjeux à l'esprit, mais ils pourraient transmettre aussi leur savoir reçu et pratiqué à l'école à leurs aînés, qui sont toujours en exercice, et donc former les générations futures sur ces problématiques par un enseignement à la fois pratique et théorique, universel. C'est une mesure qu'on considère vraiment comme tout à fait transversale et indispensable. Et je voulais juste finir cette brève présentation de ce package par une citation. Personne n'est l'éducateur d'autrui, personne ne s'éduque lui-même, seuls les hommes s'éduquent ensemble, par l'intermédiaire du monde. Et cette éducation par l'intermédiaire du monde et ensemble, elle nous a vraiment inspirés lors du façonnement de ces 3 propositions. Et elle rappelle l'importance d'un accompagnement et d'un partage de savoir, parce que le changement du système agroalimentaire va impliquer une période de transition dans laquelle il y aura des risques qui seront encourus. Et donc, faisons de cette période un projet collectif et ambitieux. Et je laisse donc la main à Dylan pour conclure notre webinaire. La meilleure façon de vous aider à prévenir les risques n'est pas de répéter vos mots et poursuivre vos méthodes, mais de trouver de nouveaux mots et créer de nouvelles méthodes. Ces citations de Virginia Woolf reflètent ce que nous souhaitions mettre en avant à travers notre travail. Penser le système agroalimentaire breton dans son ensemble au-delà des seuls agriculteurs et agricultrices. Dans l'objectif de contribuer à la lutte contre la prolifération des algues vertes, nous nous sommes donc efforcés de penser 9 propositions variées et complémentaires. Nous avons tenté de prendre en compte autant que possible la complexité des réalités du terrain, les potentiels effets négatifs et co-bénéfices de chaque proposition et leur articulation. Cela est notamment visible à travers le rapport écrit qui détaille dans un tableau chaque proposition. Nous aspirons ainsi à fournir des pistes et contribuer au renouvellement de la gouvernance des pollutions azotées en Bretagne. En effet, nous pensons que ces propositions peuvent et doivent être réappropriées par les acteurs et actrices du système agroalimentaire afin de participer à leur mise en place. Nos propositions, encore une fois, ne forment pas une liste exhaustive des possibles, si bien que de nombreuses autres auraient pu être imaginées et appliquées. Le rapport sera donc publié sur le site de l'école de droit de Sciences Po après ce webinaire, et vous pourrez l'y retrouver. Il me semble que ce sera en milieu d'après-midi. Et donc, nous souhaitons à nouveau remercier toutes les personnes qui ont participé aux entretiens, dont un certain nombre sont présents aujourd'hui, et à toutes celles et ceux qui nous ont soutenus. Et nous vous remercions également pour votre attention durant cette présentation. Et nous allons enfin prendre vos questions. Si vous voulez bien, nous vous proposons donc de les marquer dans le petit onglet « Questions et réponses » et on va les prendre une par une. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a une première question sur le marché du fumier. Est-ce que Dylan, tu as eu l'occasion de la lire? Est-ce que je la lis pour tout le monde? Je pense que tu peux la lire à voix haute. Bien sûr. Donc, on a un invité qui nous demande, au sujet de la proposition 5 sur le marché du fumier et du lisier, si les effluents d'élevage n'ont pas déjà un prix ou une valeur dans le cadre du développement de la méthanisation agricole. Alors du coup, on a pu explorer un petit peu les repères de prix. Au niveau de la méthanisation agricole, je n'ai pas spécifiquement exploré cette piste-là, mais j'avais vu qu'il y a eu des expérimentations déjà qui ont été faites au niveau des échanges. Donc là, c'était plutôt les agriculteurs qui voyaient entre eux. Mais il me semble qu'il n'y avait même pas de coût de transaction dans les 2 expérimentations qui sont mentionnées dans le texte de la proposition. Et sinon, par contre, j'avais vu que dans certaines chambres d'agriculture, ça a déjà été fait de mettre des prix. Donc, encore une fois, je ne suis pas en train de répondre sur la méthanisation, mais sur le fait de donner un prix directement. Il y a déjà des prix indicatifs qui ont été donnés par des chambres d'agriculture qui ont été votées. Par exemple, dans la chambre d'agriculture des Deux-Sèvres, on peut retrouver sur le site de cette chambre d'agriculture des prix indicatifs qui permettent ensuite aux agriculteurs et agricultrices, lorsqu'ils se rencontrent, de partir en fait de cette base de prix pour négocier et trouver un accord sur les échanges au niveau des prix du fumier et de lisier.
Mais du coup, je ne saurais pas répondre sur la méthanisation spécifiquement. Et Dylan, il y a Elsa qui nous pose toujours une question sur le marché du fumier, qui se demande si la valorisation financière des effluents d'élevage ne va pas finalement encourager les agriculteurs et agricultrices à étendre leur cheptel pour maximiser les revenus qui seront générés par la création d'un marché du fumier. Alors ça du coup, c'est vraiment un effet négatif qu'on a identifié tout de suite. C'est pour ça qu'on la considère vraiment comme une mesure de court terme, comme je disais, une mesure vraiment pour éviter le surépandage avant tout, mais qui n'est pas vouée à durer dans le temps. C'est pour ça qu'il faut vraiment la considérer en articulation, par exemple, avec la mesure sur le bien-être animal, qui vise en fait à justement réduire les cheptels. Mais du coup, oui, c'est un effet pervers qu'il faut tout à fait prendre en compte pour éviter que les volumes augmentent. Mais ce qu'il faut surveiller également, je pense, et notamment en lien avec la méthanisation, donc là on y revient, avec la crise du gaz, il risque d'y avoir de plus en plus de méthaniseurs, donc en fait une utilisation supérieure des effluents d'élevage pour la méthanisation, étant donné que les prix du gaz augmentent. Et donc là, en fait, on risque d'avoir une survalorisation des effluents d'élevage, ce qui peut risquer en fait de créer ce cercle vicieux dont vous parlez, en entretenant le système actuel. Et donc, dans ce cadre-là, c'est vraiment des choses qu'on a pu écrire dans le rapport, qu'il faut vraiment déjà, faire une étude d'impact avant la mise en place de cette proposition, et ensuite, vraiment, au fur et à mesure, toujours s'assurer que le prix n'est pas incitatif en fait, dans ce sens-là, mais qu'il permet simplement en fait, de réduire ce qui est excessif. Voilà. Merci Dylan. Je vois que Françoise nous a posé 2 questions. Et je ne sais pas vraiment si elles sont liées l'une et l'autre, ou si ce sont 2 questions indépendantes. Il s'agit, on nous demande pourquoi est-ce qu'on n'a rien dit sur la PAC, la politique agricole commune, et ses impacts sur le système de production. Et Françoise mentionne dans une deuxième question l'idée de faire des zones blanches, des haies, des baies à algues vertes avec une réglementation des dispositifs financiers qui ne soient pas soumis aux règles européennes de non-concurrence. Et peut-être qu'on peut donner la parole à Françoise directement, si c'est possible, pour qu'elle puisse préciser si c'est une seule et même question, dans quelle mesure est-ce qu'elle souhaite qu'on réponde. Je ne sais pas, David, si tu as la main pour le faire. Moi, je n'ai pas la possibilité. Permettre de parler. Alors, allez, mais je le vois. Françoise, je ne sais pas si vous pouvez me parler. En tout cas, j'ai ouvert votre micro. Ouais, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, ça y est, on vous entend. Ouais, bonjour à tous. Donc, moi, je suis dans le Finistère. Je suis chargée de mission plan de lutte contre les algues vertes à la DDTM, Direction départementale des territoires et de la mer. Donc, c'est vrai qu'effectivement, on s'interroge sur effectivement le fait d'avoir la possibilité de faire des expérimentations sur ces territoires et qui sont finalement très contraints par les règles européennes et par aussi des dispositifs financiers à travers ceux qui existent, notamment les mesures agri-environnementales, etc., qui sont finalement pas très efficientes et pas forcément adaptées. Donc voilà, en fait, c'était un peu deux questions, mais parce qu'on sait que la PAC aujourd'hui oriente totalement quand même les choses au niveau des systèmes. Et puis voilà, c'est cette idée de penser différemment, comme vous le dites, c'est très intéressant. Penser différemment, pour nous, c'est faire de ces territoires aussi des zones où on est en capacité d'avoir des règles et des dispositifs financiers qui ne sont pas celles qu'on trouve ailleurs. Donc voilà, je voulais un peu votre retour par rapport à ça. Je peux peut-être commencer et puis vous compléterez. Donc, vraiment, merci pour votre question qui, il me semble, fait vraiment écho aux questions géographiques. C'est-à-dire, voilà, il y a des territoires différents avec des spécificités différentes qui demandent peut-être des règles différentes et des questions d'échelle de gouvernance. Vous faites référence à la PAC ou aux mesures qui peuvent être prises localement. Et effectivement, donc, tous ces paramètres doivent être pris en compte et servir d'outil en fait pour après décider quel est le système qu'on souhaite atteindre in fine. Pour clarifier ce que je veux dire, mettre en place des politiques spécifiques au niveau de la Bretagne, parce que voilà, pour prendre en compte les spécificités bretonnes, donc c'est évidemment quelque chose d'essentiel. Et en même temps, la Bretagne, comme vous le savez, est un exportateur majeur vers d'autres pays du monde, vers le Moyen-Orient, des poulets en particulier. Donc il y a aussi des enjeux d'échelle et des enjeux
de contrôler ce qui se passe également côté demande dans les autres pays à l'international. Donc, on a parlé du niveau européen. Ici, on n'est pas allé vous présenter notre travail sur, du coup, plus globalement, les différents liens qui existent entre la Bretagne et le monde. Mais en fait, effectivement, on n'a pas choisi d'explorer la PAC plus en profondeur dans la présentation, même si, évidemment, on y a travaillé pendant notre travail. Mais voilà, ces différentes échelles sont évidemment importantes et je ne peux que aller dans votre sens de la nécessité à la fois d'avoir des expérimentations terrain et des mesures plus globales au niveau de la PAC et internationales également. Je ne sais pas si ça répond tout à fait à votre question. C'était une question qui était aussi un peu large, donc j'ai fait de mon mieux pour vous donner mon input. Et en tout cas, je ne sais pas si Dylan, Gémilie, David voulaient compléter. Sinon, je vous laisse lire la question suivante. Oui, bah moi j'ai vu qu'il y avait aussi pas mal de questions sur comment on avait choisi de travailler sur ce sujet, comment s'était passée l'enquête de terrain, mais aussi revenir sur quelques échecs en matière de prise de contact avec les syndicats agricoles. C'était une question de Mathilde. C'est vrai qu'on a essayé en fait très vite de rencontrer des personnes sur place qui appartiennent aussi bien au secteur public qu'au secteur privé. L'échange a été bien plus compliqué avec le secteur privé. On n'est pas les seuls à négliger cela. Sur le terrain, en fait, on a décidé de rencontrer des agriculteurs déjà, même si notre projet s'intitule voilà, Au-delà des agriculteurs, c'était important de voir comment se passait le travail à la ferme. Donc, ça a été sur 3 jours. On est parti à Rennes et à Saint-Brieuc ensuite. On a rencontré des acteurs de la société civile et plusieurs acteurs du secteur public. Donc, c'était vraiment très inspirant pour nous. Et c'est comme ça qu'on a vraiment pu façonner nos propositions. Pourquoi ensuite avoir choisi de travailler sur ce sujet? Eh bien, David, arrivant des États-Unis, nous a vraiment beaucoup expliqué la situation là-bas. Et nous, on était familiers des algues vertes, peut-être comme vous l'êtes aussi, mais sans vraiment comprendre quelle était la gouvernance à l'œuvre. Et donc, c'est pour ça qu'on a tout de suite pensé au contexte de la Bretagne comme un terrain bien sûr particulier. Hein. On vient de le mentionner en matière de géographie, mais aussi en matière d'export. Il y a aussi une question sur pourquoi ne pas avoir pensé un petit peu plus l'inscription internationale et l'origine internationale du problème. C'est bien sûr quelque chose qu'on a envisagé, mais on a essayé aussi de penser des leviers qui pourraient être facilement et rapidement mis en œuvre par plusieurs acteurs. Donc voilà, j'espère que ça répond un petit peu à ces différentes questions. Et juste rapidement, un petit point. Si vous êtes curieux et curieuse sur les personnes que nous avons rencontrées, on a fait une liste en annexe. Donc, vous pourrez voir en fait précisément les fonctions des personnes que nous avons rencontrées. Parfait. Je crois, Gémilie, que tu as répondu en partie à la question de Marie-Pascale Delume. Tu as dit, voilà, pourquoi est-ce qu'on n'a pas forcément pris les accords internationaux. Et je vois aussi qu'il y a une question en fait sur l'étude de l'origine du problème. Si je comprends bien votre question, c'est pourquoi est-ce qu'en fait on n'est pas revenu plus qu'étudier, parce qu'évidemment on s'est intéressé aux origines du problème historique. Pourquoi est-ce qu'on ne les a pas présentés? Voilà, c'était un choix ici de notre présentation. Mais pour donner quelques éléments sur les origines du problème, évidemment, la Bretagne a été pensée après la Seconde Guerre mondiale comme vraiment un terrain pour relancer la production française, enfin une zone agricole très importante, une zone d'élevage majeure. Et c'est une grande fierté des Bretons d'être devenue cette région aussi prospère. Enfin, il faut le dire, c'était vraiment dans le paradigme post-seconde guerre, c'était vraiment une victoire que d'arriver à produire autant, exporter autant. Aujourd'hui, si la France exporte, c'est aussi grâce à la Bretagne. Enfin, une balance à l'exportation positive. Et effectivement, maintenant, nous, quand on vient introduire des propositions qui visent en fait à changer le système, certes en le pensant dans son ensemble, effectivement, on va contre cette direction qui a été prise. Et c'est évidemment compliqué. C'est pour ça que déjà, on essaye de ne pas cibler les agriculteurs directement pour éviter de se confronter au concept d'exception agricole, voilà, c'est-à-dire le fait que voilà, l'agriculture, c'est quelque chose auquel on ne touche pas. Donc c'est pour ça qu'on se place aussi en dehors du mécanisme de pourquoi est-ce qu'on produit, etc. Quels sont les acteurs autour et comment est-ce qu'ils peuvent bouger pour donner la place en fait aux agriculteurs d'évoluer vers un nouveau système qui est évidemment pas celui vers lequel on les a poussés à l'origine. Voilà.
Oui, et si je peux compléter juste sur cette portée internationale, il y a un constat qu'on a très vite fait aussi par rapport à la Bretagne au sein de l'équipe, c'est que généralement, c'est plutôt dans le sens inverse. On a eu tendance ces dernières décennies eh bien, à délocaliser nos activités polluantes et donc à pas forcément en voir les effets. Et là, on est sur une activité d'élevage où 80% en fait, des produits de l'élevage breton sont exportés. Et donc, on a conservé en France en fait, les pollutions. Donc, c'est aussi important de se confronter à ce qu'on a produit ailleurs en matière d'activité de dumping et la Bretagne en est un cas d'école. Je crois que la prochaine question, c'était sur notamment les labels par rapport à l'amélioration du bien-être animal. Je crois que je peux esquisser un peu un début de réponse. Du coup, nous, on a pas mal exploré les labels. On a fait tout un travail de recherche sur, par exemple, les critères des labels, comment est-ce qu'on pourrait, par exemple, les modifier et surtout, qu'est-ce qu'ils impliquent? Est-ce qu'ils impliquent des choses en lien avec des réductions en lien avec l'azote, etc. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'au final, il n'y avait pas un label qui nous semblait satisfaisant. Il n'y avait pas, même peut-être, j'en sais rien, deux qui seraient complémentaires, qui permettraient de faire quelque chose qui nous conviendrait. On a réfléchi à la création d'un nouveau label, par exemple un label porc sans algues vertes, pour un porc élevé avec des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que les labels, ça a tendance à être un petit peu envahissant pour le consommateur, parce qu'il y en a énormément, au final, en fait, il y en a tellement qu'on ne connaît pas forcément leur signification. Euh, et du coup, et en outre, un label juste spécifique sur l'azote, ça nous semblait compliqué en termes des attentes des consommateurs. Est-ce que par rapport au bien-être animal qui touche quand même une bonne partie de la population qui est mobilisée ou qui a un avis là-dessus, au niveau des algues vertes, ça reste, au-delà de la Bretagne, un sujet qui est quand même niche. L'azote, c'est un sujet qui reste niche aussi. Donc, on s'est dit, faire un label spécial nitrate, spécial azote, ça ne nous semblait pas possible. Et du coup, dans ce cadre-là, utiliser le bien-être animal comme levier, bien-être animal beaucoup plus large, ça nous permet d'arriver, on pense en tout cas, plus efficacement à nos fins. Je vois aussi une question de Jean-Yves Piriot, qui doit prendre l'initiative de ces actions, les services de l'État, les élus qui mènent les programmes de bassin. Eh bien, on espère tout le monde, en fait. Ce qu'on a essayé de faire, vous le verrez dans le rapport, dans l'encadré, parce qu'il y avait aussi une question sur qu'est-ce que sont les encadrés. En fait, dans les encadrés, on va retrouver assez rapidement la description, les propositions de mise en place. On a essayé de penser des outils pour que tout le monde puisse s'en saisir assez facilement. Mais qui doit prendre l'initiative de ces actions? Eh bien, pour chaque proposition, on a détaillé quels étaient les acteurs impliqués pour aussi bien la mise en œuvre que pour les effets des pollutions, des propositions, pardon. Donc voilà, c'est à nouveau un panel d'acteurs assez large, pas juste les services de l'État, bien au contraire, aussi les acteurs privés qu'on espère pouvoir impliquer sur ces problématiques. Et voilà, pour compléter, tous ceux qui ont assisté à ce webinaire, encore merci et on vous invite évidemment à vous saisir de ce travail pour faire bouger les choses, effectivement, pour prendre des initiatives qui, en fait, comme on a essayé de le montrer, ne se limitent pas du tout aux personnes qui sont directement concernées par la profession agricole, que ce soit le ministère de l'Agriculture, etc. Il y a énormément d'autres, le ministère de l'économie, peu importe, d'autres acteurs qui ont l'air plus éloignés, les banques, les assurances, si vous êtes banquier, enfin bref, vous pouvez faire passer toutes ces idées et vous servir en fait de la logique dans laquelle on s'est inscrite, sans forcément réutiliser les mêmes idées. Mais si ce webinaire sera diffusé très largement, c'est aussi pour qu'on puisse s'en saisir. Et juste moi, du coup, j'ai vu une question sur sur le fait que pour nourrir tous ces animaux d'élevage, il y a besoin en fait d'importer énormément de protéines végétales. Il y avait la notion d'une deuxième Bretagne en surface agricole utile. Tout ça, c'est aussi une dimension qu'on a explorée, notamment en fait dans la première partie de notre travail, la partie un peu cartographie, de compréhension des enjeux, de compréhension de la complexité du problème, de la réalité du problème, etc. Mais effectivement, on a trouvé plein d'éléments sur le fait que l'élevage breton dépend d'importation de soja d'Amérique du Sud, d'importation voilà, de céréales aussi en très grande quantité. Et tout ça, en fait, c'est des dimensions importantes. Mais encore une fois, je pense que vous avez pu le voir,
dans nos propositions, on a vraiment essayé de faire des choses qui soient quand même relativement politiquement acceptables à un terme relativement court. On n'a pas essayé de faire des choses, par exemple, qui vont changer le cadre des négociations internationales. On n'a pas fait des mesures qui vont réduire le champ du libre-échange. Ça, c'est des choses qui nous sont semblées pas réalistes, et donc on s'est pas attardé dessus, en fait. Je vois une question de Safouane qui nous demande, voilà, après avoir lu le roman graphique Algues vertes, l'histoire interdite. Qui est là ouais. Non, mais vraiment, on vous le recommande pour les personnes qui n'étaient pas forcément familières de ces enjeux d'algues vertes. C'est très descriptif et ça revient bien sur ce gros système agroalimentaire qui est en jeu. Donc, là, je fais la petite promotion pour Inès Léraud, mais c'est une petite pépite sur le sujet. Voilà, c'est une BD. Derrière moi aussi. Voilà. On va avoir l'air de quoi, Dylan et moi, sans notre exemplaire, alors. Donc, je reprends la question de Safouane qui dit qu'après avoir lu en fait la BD Algues vertes, il lui semble qu'une vaste partie du problème se situait dans la concentration de pouvoir dans quelques mains de mania de l'agroalimentaire et dans les leviers mis en place pour bloquer les agriculteurs dans des pratiques intensives. Est-ce qu'on a des idées pour sortir de cette centralisation excessive du pouvoir et plus globalement pour plus de sobriété agricole au-delà de la taxe indexée sur l'azote? Déjà, merci beaucoup Safouane pour cette question. Je pense que ce sera une question à laquelle on aura plusieurs éléments de réponse, mais je vais commencer donc. Je pense qu'une des mesures qu'on propose et qui est en train de gagner de monter en puissance, on va dire, en France, c'est celle qui se base sur le devoir de vigilance, puisqu'elle touche justement toutes les grandes entreprises de l'agroalimentaire, que ce soit les grandes chaînes de supermarchés, que ce soit des banques qui financent les agriculteurs. En fait, moi, je ne me permettrai pas de les qualifier de mania de l'agroalimentaire, mais ce sont en gros des acteurs qui ont un pouvoir très grand, qui ont la main en fait sur énormément de décisions. Et le devoir de vigilance qui existe déjà, qui est une loi déjà en place, pourrait très rapidement en fait mis en œuvre, à condition que les entreprises soient convaincues effectivement que ça entre dans le cadre de leur devoir de vigilance de prévenir les pollutions azotées. Et dans ce cas, ça permet de mobiliser ces acteurs. Alors, ça ne permet pas nécessairement d'avoir quelque chose de moins centralisé. Je pense que les propositions qui visent en fait à sortir d'un système avec une centralisation du pouvoir se rapprochent plus de celle de Gemili avec une forme de valorisation en fait du travail agricole qui serait par le bas, si on veut. Et peut-être, Gemili, tu voudras compléter là-dessus. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en fait, on le voit vraiment à nouveau, hein, on l'a dit plusieurs fois, mais on pense vraiment le système dans son ensemble. Donc, c'est vrai que le fait qu'ils soient peu nombreux quand même, ces grands acteurs, bon, toi tu parles de mania, on va pas forcément utiliser cette expression, mais ça implique aussi que la réglementation sera plus facile pour eux que si on essaie de viser les agriculteurs qui sont éparpillés sur un territoire et qui sont bien plus nombreux. Et puis, moi je pense qu'effectivement, le devoir de vigilance est quand même un outil, bon, visiblement pas suffisant pour tout le monde, mais qui met quand même fin eh bien, à l'impunité de ces acteurs privés qui jusqu'alors étaient de mise. Et ça permettrait surtout de toucher l'ensemble de la chaîne de valeur de ces entreprises. Donc, le devoir de vigilance, à mon avis, est une perspective à poursuivre pour limiter ce lourd poids qu'ont aujourd'hui ces lobbies et acteurs privés du système. Et peut-être un dernier mot, rappeler qu'en fait, il y a déjà des agriculteurs qui ne sont pas si faibles en nombre. Il y a déjà des groupes d'agriculteurs qui sont dans un mode de production qui est à la fois respectueux de l'environnement, qui est extensif, qui leur permet de gagner très décemment leur vie, etc. Ça existe déjà et en fait, je pensais qu'avec les groupes de partage, etc. aussi, pour permettre de valoriser leur travail, on peut finalement arriver à permettre à des agriculteurs de finalement sortir d'un système existant avant même qu'il change. Voilà, ça c'est une possibilité aussi. Du coup, moi, j'avais vu une question, je ne sais pas si c'est dans le bon ordre, sur l'évaluation de la dépendance aux importations. Du coup, bon, l'écran a changé, c'est pas grave. Contrairement à la dépendance aux importations, comment est-ce qu'on l'a évaluée?
Honnêtement, on n'a pas fait d'évaluation plus poussée que ça. On s'est dit en fait très vite qu'on allait cadrer pour ne pas s'intéresser autant que ça à tout ce qui est en dehors de la Bretagne, dans le sens où en fait c'est des choses sur lesquelles on n'allait pas pouvoir forcément agir. Néanmoins, comment est-ce qu'on l'a appréhendé? Ça a été par la lecture de différents rapports. On a eu, par exemple, il y a il y a un tableau qui s'appelle Tableau de l'agriculture bretonne, qui date de 2016, sur lequel il y a des chiffres en tonnes de la dépendance aux importations en termes de produits, notamment pour la nourriture, pour l'élevage. Donc c'est à peu près comme ça qu'on l'a appréhendé. Il y avait une question sur les retours des industriels. Est-ce que vous voulez la prendre ou... Bon, malheureusement, les retours, comme on le disait auparavant, ça a été quand même assez, assez parcellaire. En fait, on a eu beaucoup de mal à les contacter. On sait que c'est un constat qui est aussi eh bien, reconnu par des chercheurs sur le terrain. Donc, franchement, on ne pourra pas vous parler de retour d'industriels puisque nous n'en avons pas eu. Et puis une question de Dominique Biet, y a-t-il un lobbying d'acteurs agricoles visant à réduire, pour les agriculteurs, les contraintes liées à la diminution des algues vertes? Donc en fait, des résistances côté, si je comprends bien, des résistances des acteurs agricoles finalement aux mesures visant à réduire les pollutions. Oui, je peux apporter quelques éléments de réponse, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de contraintes, d'injonctions auxquelles sont soumis les agriculteurs. Donc, je pense que oui, certains essaient de réduire parce qu'ils sont pris eh bien, dans ces chaînes de production pour essayer de subsister. Donc, voilà, tous les agriculteurs ne sont pas juste complètement contraints. Il y a aussi, bien sûr, parmi eux, certains, j'en suis sûre, qui essaient de freiner ces changements, mais ces changements sont indispensables à mettre en œuvre. Donc, encore une fois, l'idée, c'est d'essayer de mobiliser aussi ces agriculteurs qui sont plus réticents pour leur montrer que d'autres façons de produire sont tout à fait viables et possibles, tout en restant voilà, heureux au travail, si c'est leur façon aujourd'hui de le percevoir. Mais c'est sûr qu'on a senti qu'il y avait des résistances quand même au niveau de certains syndicats au changement, puisque le changement peut effrayer en termes de modification de pratiques. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé aussi de contourner cette seule modification des pratiques en impliquant d'autres acteurs. Voilà, c'est vrai que pour compléter ce que dit Gemily, pour l'instant, les contraintes liées à la diminution des algues vertes, c'est formulé exactement comme ça doit l'être, quoi. C'est des contraintes liées à la diminution des algues vertes. Et il faut rappeler que les agriculteurs, généralement, n'ont pas la main sur les prix, ni de ce qu'ils achètent, ni de ce qu'ils vendent. Donc, effectivement, rajouter des réglementations du type limiter la période d'épandage ou préserver des bandes dans les champs pour préserver les cours d'eau, etc. Tout ça, effectivement, ça résulte en contraintes. Tout ce qui est semis sous couvert, etc. Ça représente des contraintes qui, après, comme on l'a dit, sont difficilement valorisables auprès du consommateur. Et la chaîne de distribution n'est pas mieux répartie derrière. La répartition de la valeur n'est pas très équitable après au niveau du distributeur, au niveau du transporteur, etc. Et une des propositions, elle est accolée à celle sur le bien-être animal. C'est une sous-proposition qu'on n'a pas présentée aujourd'hui, mais c'est justement de faire en sorte que les distributeurs, qui maintenant sont obligés depuis une loi en 2018 de faire des marges significatives sur les produits d'appel comme les pâtes à tartiner ou les sodas, c'est des produits qui, à l'origine, ils ne faisaient pas de marge dessus pour pouvoir justement attirer le consommateur. Maintenant, ils sont obligés de le faire. Ça veut dire qu'ils font plus d'argent là, automatiquement. Et donc, du coup, ils ont en fait la possibilité de réduire leur marge sur les produits végétaux, les produits de l'élevage, etc. Et c'est ce qu'on leur demande de faire en fait également. C'est qu'il s'agit en fait de revoir comment la valeur est distribuée pour permettre en fait en amont de la chaîne de bouger et que les contraintes puissent ensuite être valorisées. C'est ça l'idée. Donc, bien sûr qu'il y a eu des résistances fortes et ce qu'on dit, c'est qu'elles sont en partie justifiées par le fait qu'il n'y a pas non plus une grande marge de manœuvre pour les agriculteurs, même si ce n'est pas que ça, mais c'est un facteur. J'aimerais bien répondre à la personne qui vient de nous inviter à une assemblée générale.
Ce qu'il faut savoir d'important au niveau de la façon dont on a procédé, c'est qu'on a envoyé énormément de mails, on a appelé énormément de structures, et notamment des entreprises de l'agroalimentaire. On a eu des réponses, on a pu rencontrer notamment une entreprise de ce secteur, mais la majorité n'ont soit pas répondu, soit décliné notre invitation. Donc voilà, nous, quand on a fait notre travail, on a vraiment essayé justement d'adopter cette vision sans préjugés, pour vraiment comprendre les contraintes de chaque acteur et actrice, dans le but en fait, de faire des propositions les plus acceptables possibles. Donc là, nous, aujourd'hui, on déplore si jamais il y a un sentiment de la part de cette organisation qu'on s'est mépris sur, par exemple, la volonté des entreprises d'agir pour limiter les pollutions. Nous, on n'est pas du tout dans cette démarche de préjuger quoi que ce soit. On pense au contraire, d'ailleurs, la personne qu'on a rencontrée était très mobilisée sur ce sujet-là. On se réjouit, en fait, si jamais les entreprises sont déjà très motivées et mobilisées. Enfin, c'est super. Hein. Donc, voilà, juste recadrer un petit peu notre démarche. Ouais, tu as raison, Dylan. On veut justement sortir des stigmates qui enferment les agriculteurs aujourd'hui, qui enferment, voilà, Safwan parlait de mania tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est d'enrôler tout le monde, d'investir tout le monde. Donc, non, à nouveau, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et je tenais à remercier voilà, les partages de liens, de personnes qu'on devrait rencontrer. C'est la preuve aussi que notre démarche, elle fonctionne et vous la comprenez. Et donc, on espère qu'on pourra poursuivre ça au-delà. Mais tu as raison de bien spécifier ça, je partage tout à fait cet avis. Et merci donc pour vos réponses. Et je me rends compte aussi que moi, j'étais très sur le Q&R, donc je lisais les questions linéairement, mais je vois qu'il y en a plein dans le chat que je n'ai pas prises. Et c'est pour ça que Dylan, tu disais, je ne sais pas si c'est dans le bon ordre. Enfin, sachez qu'on ne vous a pas oublié, mais il y a 2 canaux de questions finalement, et c'est pour ça que on n'a pas répondu forcément dans l'ordre auquel vous attendiez. On a... j'ai vu qu'en fait, du coup, j'ai parcouru les questions. Je vais en regrouper 2, en tout cas, sur le devoir de vigilance qui sont apparues. La première, c'est en fait, le devoir de vigilance, ça ne suffit pas. C'est une question en fait, de conviction, mais il faudrait une vraie obligation opposable. La deuxième, c'est en fait, si le devoir de vigilance est finalement vraiment efficace, quelles seraient les mesures concrètes sur le terrain? Voilà, je ne sais pas s'il y en a d'autres sur le devoir de vigilance, mais je vais commencer par celle-là. En fait, le devoir de vigilance est déjà une obligation légale depuis 2017. Ce qu'il n'y a pas encore, c'est de la jurisprudence, c'est-à-dire que le juge, il n'y a pas encore eu d'affaire devant le tribunal qui permette au juge d'interpréter le texte plus avant que ce qu'on a. Donc tout ce qu'on a pour l'instant, c'est une obligation légale pour les entreprises de prévenir les atteintes à l'environnement. Donc cette obligation, elle est opposable. C'est-à-dire que dès maintenant, enfin c'est déjà le cas, il y a des entreprises qui sont attaquées en justice parce que certaines associations, par exemple, considèrent qu'elles ne respectent pas leurs obligations de vigilance. Donc c'est une obligation qui est tangible, qui existe, qui est légale en fait. Effectivement, le temps du droit est assez long, c'est-à-dire que le temps que effectivement ces entreprises soient éventuellement condamnées ou qu'on considère qu'elles ne sont pas responsables, etc., c'est sûr que c'est long. Mais en fait, ça permet déjà, au fond, toute cette pression contentieuse de faire avancer les choses. Il y a déjà des entreprises qui n'ont pas attendu le résultat d'un contentieux pour prendre des mesures. Et donc, ces mesures, c'est déjà la publication d'un plan. Et les mesures concrètes qui peuvent être prises sur le terrain, ça peut être effectivement donc réaliser des audits plus que des contrôles, mais déjà essayer de diagnostiquer auprès de tous ses fournisseurs, tous les gens sur sa chaîne de valeur, les gens à qui on prête de l'argent, les gens de qui on reçoit des produits, etc., quels sont les risques d'atteinte à l'environnement. Et il faut que les pollutions azotées en fassent partie. Et une fois qu'on a fait ces audits, on peut donc prendre des mesures de rémédiation qui consistent à soit investir directement pour résoudre ces problèmes directement, enfin que la société mère prenne les mesures sur le terrain, soit financer, aider, accompagner techniquement les acteurs à changer. La mesure la plus radicale, ça peut être la rupture des relations commerciales, c'est-à-dire que si on sent qu'il y a des réticences à changer et que les atteintes ne cessent pas, bah, la banque peut décider d'arrêter de financer une certaine personne, un certain groupe d'agriculteurs. Voilà. C'est des idées comme ça. Et évidemment, c'est aux entreprises de déterminer les meilleures mesures. Là, je donne des pistes, mais après, évidemment, c'est après aux entreprises de faire ce travail de proposition de mesures. Et j'enchaîne juste sur une question donc, de Joseph Cabaret sur le fait qu'on n'ait pas parlé de la réglementation au niveau de la fertilisation azotée. Alors, je ne sais pas si... Enfin, peut-être que votre question ne recouvre pas exactement ce que moi j'ai dit,
Et aussi, peut-être que mon message n'est pas très bien passé. Mais pour moi, la fertilisation azotée, ça recouvre en fait la vente et le conseil d'engrais qui, pour l'instant, n'est pas assez encadré, justement. Mais on peut aussi, si vous souhaitez mettre un message dans le chat, on peut vous donner la parole pour que vous précisiez votre question. Et en attendant, si vous voulez, on peut prendre d'autres questions qui sont dans le Q&A ou dans le chat. Je laisse Dylan et Jimmy choisir. Il y a pas mal de questions sur le bien-être animal. On en a un petit peu parlé, il reste une dizaine de minutes. Je ne sais pas si vous voulez revenir dessus ou si on passe à... Il y avait une question qui était peut-être importante sur pourquoi est-ce qu'on se concentre sur l'azote et pourquoi ne pas prendre une approche plus systémique, enfin plus globale justement sur les différents impacts environnementaux, si vous voulez la prendre peut-être. Oui, tout à fait, celle-ci. Dylan, n'hésite pas si tu veux la prendre d'ailleurs. Non, c'est vrai que c'était déjà le cœur de notre projet étudiant que de se renseigner sur ces pollutions azotées qu'on connaît très peu, alors même qu'on a vu, Dylan nous l'a montré, ce graphique des limites planétaires, les enjeux sont vraiment criants, donc c'est pour ça qu'on s'est focalisé sur celle-ci. Il y a aussi beaucoup de réglementations à l'œuvre sur les phytosanitaires, comme le disait Olivia précédemment, parce qu'il y a des enjeux sanitaires directs pour les agriculteurs. Donc les pollutions azotées, on a l'impression que pour l'heure, elles sont quand même souvent négligées en termes de réglementation, oubliées, peu connues. Donc c'est pour ça qu'on s'est focalisé sur celle-ci. En revanche, l'ambition, elle est bien sûr de pouvoir étendre cette démarche et aussi d'étendre non pas que à la Bretagne, mais que ces quelques idées qu'on a pu émettre, ces propositions voilà, qui sont notre contribution, modeste contribution d'étudiants, eh bien, elles pourraient aussi inspirer d'autres contextes, comme aux Pays-Bas, parce que en fait, les pollutions azotées, elles se visibilisent de manière très différente. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là, de prendre ce prisme-là. Mais bien sûr, l'idée, c'est de pouvoir étendre toujours cette démarche systémique. Donc voilà, c'est pas limitatif selon nous. Au contraire, c'est plutôt illustratif de ce qui pourrait être fait au-delà de ces pollutions-là et au-delà de ce contexte. Il y a aussi des questions sur est-ce qu'on va continuer ce travail. On laisse David répondre alors. Oui. Oui, pour conclure également. Déjà, on va probablement faire encore un projet dans la clinique juridique l'année prochaine sur ce sujet. On n'a pas encore décidé si on va, par exemple, essayer de appliquer ou de vraiment creuser un peu plus sur une ou deux des propositions qu'on a fait dans ce rapport, ou si, par exemple, on change un peu d'échelle. Sur l'échelle européenne, il y avait des questions sur la PAC, vraiment de concentrer sur les réformes de la PAC, par exemple. Il y a aussi une nouvelle stratégie européenne qui s'appelle Farm to Fork Strategy, où il y a des objectifs très ambitieux par rapport à la réduction des pollutions azotées. Mais il n'y a pas vraiment des propositions politiques pour l'implémentation de ces idées. Alors, ça, c'est aussi une possibilité. Alors, il faut voir, en fait, c'est Olivia, Dylan et Gemily qui ont choisi vraiment de se concentrer sur le Bretagne. Quand moi, j'ai proposé ce projet, il y avait plusieurs options. Alors, on va aussi laisser aux prochains étudiants de le faire. Et comme j'ai dit au début aussi, je travaille sur ce sujet dans le contexte américain aussi, qui est bien sûr très différent. Mais là aussi, on essaie d'appliquer cette cadre de gouvernance dans des régions spécifiques, notamment en Californie, dans les Great Lakes, les grands lacs au nord des États-Unis. Alors, oui, l'idée maintenant, c'est vraiment de voir comment cette regard, cette perspective plus systémique peut créer des solutions vraiment adaptées à des contextes régionaux. Et merci beaucoup à tous et à toutes pour toutes d'abord de rester avec nous tout le long du webinaire et aussi pour beaucoup de questions très intéressantes et importantes. Et je remercie encore aussi les étudiants vraiment de leur travail fantastique. Et je vous laisse à vous, les étudiants, de faire le dernier mot. Je peux commencer du coup, si vous voulez. Pour les personnes qui n'ont pas eu forcément de réponse à leurs questions, on s'en excuse déjà et on vous invite réellement à lire le rapport. On a passé
vraiment voilà, une année dessus. On a pris le temps de vraiment détailler. On a des propositions qui prennent 4 pages entières avec plein de possibilités de mise en place, etc. Maintenant, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vous donne ce rapport et maintenant, c'est à vous de prendre ce qui vous intéresse et puis d'investir, d'essayer d'explorer, d'aller plus loin. Et voilà, on est heureux en tout cas d'avoir pu faire cet événement et que vous ayez été aussi nombreux. J'ai vu qu'à un moment, on était 60, donc c'est vraiment exceptionnel. Donc voilà, merci beaucoup et je passe la parole à mes camarades. Rien de plus à ajouter. C'était un vrai plaisir de travailler sur ce sujet. Et Jémilie, si tu veux terminer. Oui, non, mais tout a été dit. Merci à tout le monde. Merci à nos proches aussi qui nous ont rejoints. J'espère que vous avez un peu mieux compris ce sur quoi on a travaillé cette année. Voilà, merci David, merci l'école de droit de Sciences Po pour votre accompagnement tout au long de l'année, de nous avoir permis d'aller en Bretagne. Sans ce déplacement sur le terrain, le rapport n'aurait vraiment pas du tout la même contenance. Merci à vous tous, on espère au plus vite. Et puis n'hésitez pas à nous faire des retours sur ce rapport, c'est ça qui le fait vivre. Et puis à vous en investir si vous avez la possibilité de le faire et si vous appartenez à ce système agroalimentaire dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Donc merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.